Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Notre invité nous a rejoint, Alpha Baldé, journaliste et directeur général du magazine 100% Foot. Soyez le bienvenu. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Alfred Chango et Djemal Mohamed Taleb. Place à présent au dossier du jour. Un nouvel essor pour les instances dirigeantes de football en Afrique. Doté d'un vivier de joueurs talentueux, le continent restait relativement discret sur la scène footballistique internationale. Mais depuis quelques années, la tendance s'inverse. Les décideurs africains entendent d'ailleurs insuffler une nouvelle dynamique. Un reportage de nos correspondants au Bénin et au Gabon, Chirali Watawema et Douglas Toutoumé. Le football africain, depuis la décennie 90, est en pleine mutation. Des mutations qui sont l'écho de performances glanées çà et là par les équipes africaines, au niveau des clubs tout comme au niveau des équipes nationales. Le football africain est en mouvement. Il occupe une place de choix dans le cœur des millions d'Africains. Si les équipes africaines n'ont pas souvent joué les premiers rôles dans les compétitions internationales, il n'en demeure pas moins que le football africain veuille désormais s'imposer sur l'échiquier mondial. Infrastructures innovantes, volonté politique, marketing et droits télé. Les fédérations nationales et les organisations panafricaines se mobilisent désormais pour promouvoir le sport roi sur le continent. Au Bénin, par exemple, l'équipe fédérale est à pied d'œuvre et des projets se multiplient d'ici à 2017. Nos enjeux majeur, c'est d'organiser en collaboration avec le ministre en charge du sport et celui de la décentralisation un séminaire national d'information et de sensibilisation des maires sur les enjeux du football béninois. De relancer les différents championnats nationaux de football, les championnats scolaires et surtout universitaires, parce qu'il n'y a que les championnats universitaires qui règlent définitivement les problèmes du sport de haut niveau aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Chine et dans les grands pays que vous connaissez. Quand vous voyez une équipe nationale, c'est d'abord les étudiants. De mettre en place, en collaboration avec le gouvernement, les communes et le secteur privé, un programme national de construction d'infrastructures sportives 2015-2017. Ces projets concernent plus de 10 communes, Parokou, Sempodji, Calvi entre autres. Ils visent à former une nouvelle génération de footballeurs pour assurer une meilleure visibilité du pays à l'international. Le renouveau du football passe également par la construction et ou l'aménagement d'infrastructures dignes des ambitions que nous nourrissons pour notre football national. Notre souhait est qu'à moyen terme, chaque ancien département de notre pays dispose d'un stade de football moderne qui offre aux jeunes un vrai cadre d'épanouissement et d'éclosion de leurs talents. Que l'État béninois accompagne tout ce qui se fait de bon pour le développement de notre football. Vous pouvez être rassurés qu'investir dans notre football, c'est investir dans l'avenir et c'est surtout jouer sa partition pour l'édification d'une nation prospère et paisible. C'est de votre responsabilité sociale en tant qu'entreprise et de votre responsabilité individuelle en tant que citoyen. Et le gouvernement se tient prêt à apprécier avec vous les moyens les plus propices de le faire. Aujourd'hui, les instances fédérales béninoises s'activent pour donner de l'élan au football national. Une dynamique qui se traduit par l'implication de tous, des mécènes, des responsables de fédérations et des autorités. Une réalité commune à de nombreux pays africains. C'est le cas du Gabon. Après plusieurs mois de pilotage à vue et de gestion par un comité de normalisation, un nouveau bureau fédéral vient d'être élu. Un bureau qui se veut pragmatique, avec à peine 2 mois de gestion et le cap est déjà fixé. On a dû très rapidement nous attaquer à l'existant, notamment en organisant l'équipe de U-20 qui était en compétition, que nous avons qualifiée et qui rencontrera le Ghana en août. Là, on a les U-17 qui vont aussi rentrer en compétition. Et comme vous le savez, il nous fallait également régler le problème de l'entraîneur national. Les discussions sont très avancées. Notre président est rentré de Zurich récemment et du Portugal. Pour pallier
l'absence d'un site entraîneur qui ne sera disponible qu'après la Coupe du Monde, nous avons nommé un collège d'entraîneurs locaux. Pratiqué en 2006 par environ 264 millions de joueurs à travers le monde, le football est un des sports les plus pratiqués sur la planète. Cette réalité fait également de cette discipline une véritable industrie florissante. À chaque grand rendez-vous, la Fédération internationale de football association FIFA enregistre d'énormes recettes au guichet et à partir des produits dérivés. Une manne financière qui permet de financer les fédérations affiliées. Nonobstant le gain engrangé par les hôteliers, par les transporteurs, par les restaurateurs, par les diverses populations qui ont fait des prestations, sans compter le gain de la billetterie pour le comité d'organisation, sans compter tous les gains possibles. La FIFA, comme la CAF, représente donc un des bailleurs importants du football mondial. Au niveau de la FIFA, nous avons le programme d'assistance financière qui permet donc aux différentes fédérations de bénéficier des fonds qui découlent engrangés de la Coupe du Monde. Depuis la CAN 2012, le Gabon s'est doté d'infrastructures sportives de qualité afin de permettre à ses joueurs d'évoluer dans un cadre favorable et performant. Il y a eu au total un stade, 9 sorties de terre, le stade de l'Amitié avec ses 45 000 places. Il y a eu un stade réhabilité et la capacité qui a été revue à la hausse, le stade de Franceville, qui a vu sa capacité être portée à 20 000 places. Il y a eu au total 4 stades d'entraînement qui ont été construits. Malgré ces infrastructures de qualité et quelques rares individualités, l'équipe nationale est encore à la traîne. Les responsables fédéraux l'ont compris. L'heure est donc à la restructuration au moment où le Ghana, le Cameroun, le Nigeria et la Côte d'Ivoire participent à la Coupe du Monde au Brésil. La Coupe du Monde pour une fédération de football, c'est le top, c'est vraiment le sommet du football. Et chaque fois qu'un pays n'est pas associé à cette messe, on a bien sûr beaucoup de regrets. Et l'équipe nationale du Gabon est dans cette situation. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2014 sera donné le 13 juin prochain avec l'affiche Brésil-Croatie. Les 4 équipes africaines engagées dans cette édition y vont aussi pour donner de la visibilité au football du continent. Alpha, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage? Très malheureusement, moi je pense que j'ai vu encore un prototype de discours qu'on nous sort sur le foot africain, c'est-à-dire qu'il faut qu'on essaie de cibler les problèmes du foot africain qu'on connaît déjà. Il faut investir, c'est-à-dire qu'il faut mettre des stratégies de marketing en place. Ça c'est bien connu depuis le début du XXe siècle, pratiquement sur le continent africain, mais très malheureusement on continue toujours à tergiverser. Certes, on a vu le Gabon avec la Guinée équatoriale qui a organisé une très bonne CAN qui a été réussie sur le plan infrastructurel avec de beaux stades qu'on a vus, mais aujourd'hui le problème c'est dans la volonté politique qu'il faut mettre en place, c'est dans la façon d'entretenir ces différentes infrastructures qui ont été mises en place, parce que si vous mettez des beaux stades en place et qu'on l'a vu avec la Chine, ce qui s'est passé justement avec la Corée du Sud après l'organisation de la Coupe du Monde 2002, vous mettez de belles enceintes en place, si le championnat local qui est pratiqué n'est pas attractif, les gens ne le suivent pas, mais très malheureusement ça sera délabré et tout l'investissement qu'il y a eu il y a pratiquement 4 à 5 années, ça sera foutu dans le néant et très malheureusement on reviendra encore au point de départ, c'est-à-dire au point où il faut encore réinvestir pour remettre encore le football africain sur la marche. C'est également votre avis, Alfred, les autorités construisent par exemple des stades uniquement à l'approche des grandes compétitions? Bon, pas seulement cela, mais le vrai problème est ailleurs, c'est-à-dire problème de la politique sportive nationale de chacun des pays africains. On s'aperçoit effectivement que même aujourd'hui, quand on voit l'état, par exemple, des équipes nationales qui jouent, des clubs qui jouent, etc., l'état des infrastructures, c'est tout à fait déplorable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas politique de maintenance des équipements, politique de soutien bien appuyé aux clubs, politique de formation non seulement des joueurs, des jeunes, politique vers la jeunesse justement sportive, politique de formation des arbitres, parce que souvent aussi on se plaint beaucoup en Afrique d'avoir voilà malheureusement des arbitres qui ne sont pas au niveau, qui ne sont pas à la hauteur, et puis parce que justement ils sont même pas très bien payés, hein, les arbitres africains, et donc c'est cette absence véritable de politique qui fait que quoi, on attend par exemple, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive, à ce moment-là on se dit tiens, on
va commencer à construire les infrastructures. D'accord, mais après, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qu'on fait une fois que l'événement est passé? S'il n'y a pas de championnat national qui tienne la route, s'il n'y a pas de club, s'il n'y a pas tout ce qu'il faut pour justement vitaliser les championnats, ben les équipements périclitent. Il y a parfois comme ça quelques équipes comme le tout-puissant Mazembe avec Moïse Katumbi, RD Congo, qui lui effectivement a cette vision-là, cette politique du football pour le développement justement de tout-puissant Mazembe. Mais combien d'équipes? Si je peux rebondir justement, c'est l'arbre qui masque la forêt pratiquement en Afrique. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération de pensées qui se développe dans le sport. Principalement dans le foot africain, qui pensent que le mécénat peut apporter justement une professionnalisation dans le foot africain. Quand on a un ou deux clubs dans un championnat qui investissent énormissimement, moi j'en sais quelque chose, notamment en Guinée, vous avez l'AS Kaloum et le Oria Athletic Club avec le président Soirée. C'est des clubs c'est des personnes qui peuvent injecter de l'argent dans le championnat. Oui, cela est louable, on le sait bien, mais très malheureusement, lorsque sur le plan organisationnel, lorsque sur le plan des marketing, c'est-à-dire de la mise en place de la billetterie, de l'accompagnement, de la mise en place de la vente des gadgets d'un club, lorsque le président n'a pas un amortissement sur investissement dans son entreprise, parce que le football, comme on l'oublie, on a souvent tendance à l'oublier, on dit que le footballeur gagne énormément d'argent, vous les filles, vous êtes les premiers à le dire bien naturellement, on oublie que c'est une entreprise qui est gérée par un nom... Je ne me sens pas concerné. Pas du tout, ne vous sentez pas visé, mais bon voilà, on voit bien évidemment que c'est une entreprise qui est gérée, donc lorsqu'il n'y a pas de capacité de finance de retour pour le président d'un club, on voit bien évidemment qu'à un moment donné, il va mettre la clé sous la porte, et bien évidemment on a connu des clubs qui sont riches. Où en est aujourd'hui le Raja Casablanca, le fameux Raja Casablanca du Maroc, qui a été tout simplement lamentablement éliminé par le Real Athletic Club. Donc aujourd'hui, il y a un véritable problème dans le foot africain. Le problème, c'est pas seulement qu'il y ait un ou deux mécènes qui viennent, c'est une véritable volonté politique, mais également une formation de tous ceux qui sont autour du football, de tous ceux qui structurent ce football. Et justement, quel est le rôle de la CAF? Comment vous jugez-vous le rôle de la CAF? Le rôle de la CAF peut être apprécié de façon assez différente. Déjà, aujourd'hui, on a, certes, il faut quand même pas se le cacher, la CAF a évolué d'une certaine façon, notamment dans sa politique de marketing avec les différents contrats qu'elle a pu signer. On l'a observé depuis la CAN 2013, depuis la CAN 2015 qui va venir au Maroc, bien évidemment. Donc aujourd'hui, la CAF, elle génère pas mal d'argent sur le plan financier. Ça, c'est une vérité. Mais où se situe encore une fois le problème? Parce qu'en Afrique, il n'y a jamais de solution sans problème, où il n'y a jamais de points positifs sans de points négatifs. La CAF, aujourd'hui, génère, comme je l'ai dit, énormément d'argent. Mais le problème, c'est dans la redistribution de ses ressources. Imaginez-vous que le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 n'a engrangé que 1 124 000 €. Et vous savez combien touche une équipe éliminée en phase de groupe de la Ligue de la Coupe du Monde? 9 millions de dollars. Seulement qui est éliminé en phase de poule. Et si tu es seulement qualifié pour tes coûts préparatifs, tu touches 1 million de dollars. Même on va me dire que la Coupe du Monde c'est extrapolé, que j'essaie d'en faire trop. On va essayer de toucher la Ligue des Champions. C'est une compétition de club. Vous êtes tous d'accord? C'est pas une compétition d'équipe nationale où on défend une nation, on défend qu'un club. Et là, l'équipe qui est engagée en Ligue des Champions touche 7 millions de droits de participation d'euros. Aujourd'hui, quand vous jouez la Ligue des Champions africaine, lorsque vous la remportez, vous touchez à peine les 1 million de dollars. Enfin, le problème, il est où? Alors que la CAF génère énormément d'argent. Alors, à qui est la faute? La faute, c'est à la volonté politique. Voilà, il faut toujours la situer là. Il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de faire quelque chose. Il faut qu'il y ait une véritable envie. On a vu aujourd'hui les révélations du Sunday Times, même si le président Issa Hayatou, cher honorable Hayatou, essaie de nous dire tout le contraire dans l'interview qu'il a accordée à la CAF, bien évidemment. Il essaie de dire qu'il n'a pas touché de jackpot, il n'a pas touché de... Voilà, on va pas essayer de rentrer dans tous les détails, sinon ça va pas rigoler. Mais on sait une seule chose, c'est que les gens qui sortent ces discours, notamment sur le reportage qu'on a vu tout à l'heure, c'est des gens qui ont le verbe comme tout le monde. Ils savent aligner des phrases, compléments, verbes, mots, mais malheureusement, dans la volonté politique, ça manque. C'est des gens qui ont été achetés tout simplement par le Qatar, comme beaucoup d'ailleurs. On ne va pas non seulement se focaliser sur le cas du continent africain, on sait également que la France a été touchée avec notre ami Platini. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est des gens qui prêchent la bonne parole dans ces reportages pour amadouer le peuple africain, pour amadouer le public sportif africain. C'est ces mêmes genres de personnes qui acceptent justement de se tromper de l'endroit où va l'argent des fédés. Aller en Afrique un petit peu, demander, c'est un secret de polichinelle. Toutes les fédérations touchent un pactole de la part de la FIFA. Aller en Guinée aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'il n'y a pas de championnat de foot féminin qui a été organisé? Regardez beaucoup de pays. Dans combien de pays il n'y a pas de droit d'image pour les championnats? Et je vais vous raconter quelques anecdotes. En 2010-2011 pratiquement, vous avez une société au Nigeria, Globacom, une société de téléphonie, qui avait signé un contrat de sponsorisation du championnat à hauteur de 7 milliards de dollars. Les clubs n'ont touché que 10% de ces 7 milliards de dollars. Vous savez qui
qui a touché les commissions sur le reste, bah, c'est le président Adamou qui fait partir du bureau exécutif de la CAF, ami de Issa Hayatou, qui a été soudoyé par nos amis qataris. Attendez, à un moment donné, quand même, il faut qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde. Mais absolument, absolument. C'est-à-dire, c'est un désastre vraiment pour l'Afrique, alors que, par ailleurs, on voit comment des footballeurs africains évoluent dans tous les championnats du monde, comment ils sont brillants, et même dans les équipes nationales, ou les rares équipes qui jouent dans les compétitions africaines, mais que malheureusement, effectivement, ils ne touchent pas les dividendes des efforts qu'ils fournissent sur le terrain parce que justement les dirigeants politiques ne prennent pas conscience justement que il y a le sport aujourd'hui, ça n'est plus simplement le bénévolat, mais c'est toute une industrie et qu'il faut structurer, qu'il faut organiser. Les sponsors y viennent naturellement, mais comme dit Baldé, où vont les retombées justement de ces sponsorings, de ce parrainage. Et c'est là qu'on voit à tous les niveaux, hein, de la fédération jusqu'aux ligues, etc. Il y a une déperdition énorme de ressources, de sorte que d'ailleurs un joueur africain aujourd'hui jouant en Afrique, il se blesse. Mais il se blesse gravement, mais c'est fini, sa carrière est terminée, il mourra pauvre. Et donc là, effectivement, il y a un gros problème. Je pense qu'il faut restructurer. Mais je pense aussi qu'il y a l'enquistement de la CAF, du fait justement de cette présence, j'allais dire, antédiluvienne de Issa Hayatou à la tête de la CAF, plombe toute innovation possible. Il faut rénover la Confédération africaine de football en virant justement Issa Hayatou et toute son équipe, hein, pour mettre en place de nouveaux dirigeants qui aient une vision vraiment... Vous y croyez vraiment, Issa Hayatou, partir de la CAF? Il veut faire comme les chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir, mourir au pouvoir. Hein, c'est ce que Issa Hayatou cherche, c'est ce qu'il fait. Hein. De toute façon, on sait qu'à un moment donné, excuse-moi de te couper la parole justement, on sait qu'à un moment donné, il avait annoncé qu'il n'allait plus se représenter à la tête de la CAF. Et puis, de façon assez surprenante pour quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement de la politique africaine, on a vu Issa Hayatou revenir sur la scène footballistique, mais on sait pourquoi il revient. On a des avantages juteux, on a des invitations dans des guettes privées, on a des salons 5 étoiles au Qatar, au Bahamas, à Kuala Lumpur. Enfin, on connaît pourquoi ils sont attirés par ça. C'est ce que vous dites. C'est pas ce qu'on dit, c'est ce qui a été révélé, c'est ce qui se fait, c'est les petits mallettes qu'on touche dans les coulisses. On sait pourquoi ils sont là. Ils sont pas là. C'est pour ça que quand je vois ce reportage, je suis un petit peu limite indigné, comme en tant qu'amoureux du foot africain, en tant qu'amoureux. Donc pour vous, ce reportage ne reflète pas réellement la réalité sur le terrain. Ça ne reflètera jamais la réalité. Quand on interroge des dirigeants politiques africains, allez interroger des gens qui sont amoureux de ce sport, qui veulent que ce sport évolue, des gens qui sont par exemple là autour de la table, qui essaient de vous dire exactement comment il faut mettre les choses en place. Parce que quand on interroge ces gens, c'est des personnes qui défendent des intérêts d'une politique mise en place par un gouvernement. Vous verrez jamais un ministre des Sports aller à l'encontre du processus mis en place par son président de la République, qui est sous tutelle d'outils, qui est sous tutelle bien évidemment des guettes privées qui sont touchées par monsieur cher Issa Hayatou. Donc on va arrêter de continuer dans ce amateurisme. Alors à qui bénéficie tout cet argent engrangé dans le foot africain? Uniquement Issa Hayatou? À la CAF, à la famille de ceux qui sont dans le bureau exécutif de la CAF, parce que bien évidemment, vous savez, dans les révélations encore du Sunday Times, qui est ce journal britannique qui est énormément renseigné sur l'affaire du Qatar, sur le Qatargate notamment, vous savez qu'il y a eu des enfants, on va pas donner les noms hein, pour vous éviter tout problème, Africa 24, vous savez qu'il y a eu des enfants. C'est surtout pour vous. C'est surtout pour vous. Moi, le journaliste n'a rien à craindre. Tant qu'il faut dire la vérité pour le peuple africain, moi je pense que mon cœur, il battra toujours pour ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut accepter de se dire les choses en face. On sait qu'il y a des enfants qui sont dans le bureau exécutif de la CAF qui ont reçu des virements de 50 000 $ sur leur compte. Alors, je ne sais pas si ces enfants font énormément de choses pour le foot africain pour recevoir 50 000 $ sur leur compte de la part. Ah non, c'est le prix des cacahuètes quand même. Oui, mais non, pour un enfant africain. Il faut aussi rappeler, t'imagines, en 2009, si vous vous rappelez de ce match Côte d'Ivoire-Malawi, éliminatoire de la Coupe du Monde 2010, 5-0 pour la Côte d'Ivoire, il y avait eu des bousculades dans ce stade, il y avait eu 20 morts pratiquement dans le stade Félix Houphouët-Boigny. Et l'enquête nous a révélé quoi? Qu'il y a eu plus de 2000 billets de surplus qui ont été vendus au public. Voilà. Ces biens ont été vendus par qui? Par les gens de la fédération. L'argent, il est parti où? L'argent, il est parti au noir, il n'a pas été déclaré, il est parti dans des poches. On sacrifie 20 vies dans un stade de football juste pour se mettre l'argent dans la poche. Enfin, à un moment donné, moi, je pense qu'il faut arrêter, quoi. Il faut simplement arrêter, accepter de travailler. D'ailleurs, il faut remarquer aussi que toutes les batailles qu'il y a pour diriger les fédérations de football en Afrique, mais c'est dû à quoi justement? Parce qu'on sait qu'on est président de la fédération, mais c'est justement des dividendes
prendre ces deux postes juteux qui font effectivement que... Et d'ailleurs, ça finit par déteindre sur le reste, justement, de structures sportives, parce que, justement, à la tête de la fédération, il y a des tendances, il y a des courants. Ceux-ci se disent, nous sommes là, nous y restons, nous ne partirons pas. D'autres se disent, mais vous avez détourné l'argent, on ne voit pas où est parti de fonds versés par la CAF ou par tel, où est-ce que c'est parti. Et donc, ça fait que, finalement, il y a des fédérations comme ça, qui plombent complètement le sport. Alors, avant de revenir vers vous, Djemal, vous vouliez apporter votre point de vue. Ce que je voulais dire à Alfred, c'est que juste, évidemment, les guerres pour le pouvoir sont à la limite humaines, et c'est pas ça qui me pose un souci. Moi, je vais enfoncer une porte ouverte et je vais vous poser une question. Pour avoir des résultats, il faut faire des investissements. Et pour faire des investissements, il faut avoir des résultats. Donc, du coup, on est un cercle. C'est en général. Et donc, la question, c'est... Pour que le football, moi je ne suis pas un grand spécialiste du football, mais enfin j'ai une idée vous aimez générale. Saint-Germain. Évidemment, bien sûr. C'est facile de l'aimer. On va le croire, mais surtout pour faire plaisir à Sandra. Et donc, l'idée pour moi, c'est que si vous voulez avoir un football qui marche, créer des centres de formation déjà. Oui. Est-ce que c'est le continent africain, cette politique de création de grands centres de formation, je parle du continent africain, c'est 54 pays, donc c'est très difficile de savoir la réalité d'un pays à un autre. Mais enfin, mais plus globalement, est-ce que la création des centres de formation est importante? Est-ce qu'elle donne des résultats? Est-ce que finalement, parce qu'on voit partout des entraîneurs étrangers, il n'y a pas d'entraîneur africain capable d'entraîner des équipes de football? Je pose une question complètement... Oui, non, mais la question elle mérite d'être posée. De toute façon, aujourd'hui, elle mérite bien évidemment d'être posée. Le fait que les sélections africaines, déjà, je vais commencer par cette question-là, ne soient pas entraînées par des sélectionneurs africains. On voit quand même le contredit, on peut l'apporter par Stephen Keshi, qui a quand même été une figure emblématique du foot nigérian en tant que joueur, qu'il est aujourd'hui également en tant qu'entraîneur, qui a pris le Nigeria outsider à la CAN 2013, qui l'a ramené au trophée final avec un buteur à la finale qui est Sundemba, que personne ne connaissait. Donc ça, quand même, il faut le mettre à l'actif du sélectionneur africain. Est-ce que c'est un ou est-ce que c'est... On va déjà parler de l'exception. Voilà, on va déjà parler de l'exception. Maintenant, pourquoi les autres sélections ne peuvent pas faire cela? Malheureusement, on est en déficit de formation. Il en a parlé, j'en ai parlé, on est en déficit de formation de cadre du football africain. Aujourd'hui, on est dans une sorte d'auto-contentement du savoir-faire en Afrique, et dès qu'il y a quelqu'un à côté qui essaie d'apporter des retouches pour essayer d'améliorer le niveau général du foot africain, bah, tu touches à des intérêts. Et dès que tu commences à toucher à des intérêts, tu commences à avoir des oppositions, et dès que tu commences à avoir des oppositions, bah, au final, tu essaies de te retirer, tu essaies d'abandonner la lutte, ce que nous allons certainement pas faire, parce que nous, on veut que ce football africain rayonne. Ça, c'est un. Et deuxièmement, les centres de formation, c'est une superbe idée, mais très malheureusement, ce qu'on n'a pas compris dans ce football africain et dans les anciens footballeurs africains, chez nous par exemple, on a un exemple qui s'appelle Aboubacar Titi Camara, qui a été nommé ministre des Sports. Excusez-moi, le monsieur il est venu en tant que ministre des Sports, on n'a vu aucun projet de centre de formation avec le carnet d'adresse qu'il a. Il faut éviter les situations personnelles. Non, il faut les nommer parce que c'est connu dans la presse, il faut que les gens le sachent, il faut que ces gens-là qui nous écoutent, qui nous suivent, sachent énormément ce qu'ils ont fait lorsqu'ils sont passés dans ce pays. Ils doivent savoir leur bilan pour que s'ils ont une deuxième chance, qu'ils doivent savoir aussi qu'ils seront jugés sur ce bilan, ou les personnes qui vont venir après puissent le savoir également. Vrai, mais quand vous pointez du doigt une personne, alors qu'il y en a 10 000, vous lui faites vous et pas à lui. Et donc, comme les problèmes africains sont globaux et généraux, essayons d'apporter une solution globale, enfin c'est mon avis, sans pointer de telle personne. Mais moi, je vais vous dire, est-ce que finalement, Sandra, pardon de vous remplacer, mais je posais une question et j'en aurais fini. Nous arrivons déjà au terme de cette partie en plus. Voilà, donc c'est juste la question, c'est est-ce que tous les clubs sont obligés d'avoir un centre de formation? Est-ce qu'ils la remplissent? Ou est-ce que la question pour moi, c'est demain, est-ce qu'on va avoir un vrai espoir du football africain? La professionnalisation du foot africain n'a pas atteint sa maturité. Ça, c'est des étapes qu'il faut suivre. On sait qu'en France, cela aussi n'a pas commencé dès qu'on a commencé à taper dans le ballon. Qui n'est pas d'ailleurs la plus grande nation du football. Qui n'est pas là, ça on est d'accord, mais bon, en termes d'organisation infrastructurelle et tout, c'est largement en avance sur l'Afrique, ça on ne peut être que d'accord là-dessus. Mais en France aussi, il y a eu des étapes d'évolution. On a imposé au club justement que chacune des équipes puisse d'abord avoir une équipe de jeunes, pas forcément un centre de formation, ensuite un centre de formation au milieu du XXe siècle. Enfin, ça, c'est des processus qu'on peut atteindre au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Mais aujourd'hui, le problème en Afrique, comme on l'a dit, c'est déjà qu'il y a une véritable volonté politique des dirigeants du foot africain, qu'on ne pense pas seulement que l'investissement d'un tel à la tête d'un tel club, de 500 millions d'euros, je raconte du n'importe quoi, n'importe quel chiffre, puisse apporter justement de la clarté, de la lumière au foot africain. Un seul club, le TP Mazembe, ne peut pas sauver tout le football africain en général, ou le football congolais. Très malheureusement, c'est pas l'investissement de 40 millions d'euros dans un seul club qui peut faire qu'aujourd'hui, le système de billetterie dans le championnat guinéen ou dans le championnat angolais
puissent justement avoir un lendemain meilleur. Il faut que tous, on se réunisse, on puisse faire des états généraux du foot africain, qu'on commence déjà étape par étape dans chaque pays, qu'on puisse dresser un bilan, que chacun soit honnête envers soi-même. C'est ça qu'il a le problème en Afrique, c'est que chacun refuse de reconnaître le tort qu'il porte sur lui. On a l'impression que le fait de reconnaître le tort, justement, c'est limite de se diaboliser. Et ben non, alors qu'on oublie qu'il... On arrive déjà au terme de cette partie. J'ai envie de vous demander, pour mettre un terme à ce débat, quelle image avez-vous du football africain? Je vous sens un peu énervé, un peu aigri. Non, aigri. Je dirais plutôt un petit peu défenseur des valeurs du foot africain, qui a été des valeurs de loyauté saluées partout dans le monde. Quand on avait cette équipe du Congo qui a été les premières justement nord-africaines à représenter l'Afrique sur la Coupe du Monde, et on ne va pas revenir sur l'histoire. Non, mais c'était un football très respecté dans le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est en train de retomber dans les tares justement de ces dirigeants du foot. L'image que j'ai du foot africain, c'est quand même une image de professionnels, de gens qui essaient d'aider le foot africain, des mecs comme Yaya Touré, des mecs comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, qui essaient justement de tirer ce football africain vers le haut, et des gens qui investissent comme Patrick Vieira, qui savent d'où ils viennent, avec l'académie de Diambar également, qui essaient de professionnaliser le foot. Ça commence à s'améliorer aujourd'hui au Cameroun. Vous avez les équipes de première division qui touchent 14 millions de francs CFA, qui sont donc rentabilisées, et des équipes de deuxième division avec 3 millions. Ça commence un petit peu à évoluer, mais il faut qu'il y ait une véritable volonté collective de tous les dirigeants du foot africain pour qu'aujourd'hui on puisse ensemble faire les premiers pas du professionnalisme du foot africain. Votre message est passé. Alpha Baldé, journaliste et directeur général de 100% Foot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que je peux saluer toute la famille du côté de Guinée qui nous regarde, bien évidemment. Le message est passé. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.